Dans l'ombre froide d'un tribunal de Chicago, un juge surnommé le marteau ricane en regardant un garçon de 12 ans. « Retourne à tes jeux, gamin des quartiers », lance-t-il. Sûr de son pouvoir. Mais Michel Carpentier, les poings serrés, cache un enregistrement explosif qui pourrait faire s'effondrer ce système raciste qui a emprisonné sa mère. Lisette, pour un crime qu'elle n'a pas commis, un enfant contre un empire de corruption qui l'emportera. Plongé dans cette histoire où la vérité devient une arme redoutable. Croyez-vous en une justice égale pour tous? Si oui, commentez le chiffre 9. Sinon, mettez un like sur la vidéo. Si vous avez déjà été victime de discrimination au moins une fois dans votre vie, quelle qu'elle soit, partagez votre expérience pour que nous puissions vous écouter. Maintenant, plongeons dans les développements palpitants de cette histoire, dans le quartier de Southside à Chicago, où les immeubles gris s'élèvent comme des sentinelles usées sous un ciel chargé de promesses jamais tenues. Vivait Michel Carpentier, un garçon de 12 ans aux yeux sombres où brillait une intelligence farouche, avec sa mère, Madame Lisette Carpentier. Ils partageaient un appartement exigu, un sanctuaire modeste, où chaque objet portait les traces d'un amour indéfectible. Les murs, ornés de photos fanées, racontaient une vie de labeur. Lisette, mère célibataire, travaillait sans relâche comme assistante administrative dans un cabinet d'avocate prestigieux du centre-ville. Un monde de verre et d'acier où son dévouement passait inaperçu. Pourtant, chaque soir, elle rentrait avec un sourire pour Michel, son étoile, son avenir. Southside, avec ses rues crevassées et ses rêves, souvent brisés, était un lieu où l'injustice semblait inscrite dans les murs. Les habitants, majoritairement afro-américains, luttaient contre un système qui les reléguait aux marges. Michel, malgré son jeune âge, ressentait se poissent les regards méfiants dans les magasins, les murmures des passants. Mais dans leur foyer, Lisette lui enseignait la dignité, lui répétant que le savoir était une arme contre l'oppression. Ces leçons, gravées dans son cœur, allaient bientôt devenir son bouclier. Un matin, alors que le soleil peinait à percer les rideaux usés, leur monde s'effondra. La porte s'ouvrit dans un fracas assourdissant, brisé par des officières de police au visage fermé. Leurs voix tonnaient. Leurs gestes étaient brutaux. Ils renversèrent les meubles, brisèrent un cadre où Lisette et Michel souriaient lors d'un pique-nique d'été et fouillèrent chaque recoin avec une indifférence cruelle. Lisette, accusée d'avoir volé des documents confidentiels au cabinet, tenta de protester avec calme. « Messieurs, il y a une erreur, je n'ai rien fait de tel, mais un officier, un homme à la mâchoire serrée, ricana. Vous, les gens d'ici, toujours à chercher des ennuis. » Ces mots, empreints d'un mépris raciste, transpercèrent Michel comme une lame. Une fureur sourde montait en lui, une colère incandescente face à l'injustice qui profanait leur foyer. Pourquoi sa mère, qui se levait avant l'aube pour subvenir à leurs besoins, était-elle traitée comme une criminelle? Pourquoi ces hommes, censés protéger, crachaient-ils des insultes qui puaient le préjuger Michel, les poings serrés, sentit son cœur battre à tout rompre, comme s'il voulait hurler l'innocence de Lisette au monde entier. Mais il n'eut que le temps d'entendre sa mère murmurer, alors qu'on l'entraînait vers la sortie. « Michel, mon trésor, appelle tante Yvonne, ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. » Ces mots, pleins d'amour mais teintés de peur, restèrent gravés dans son esprit. Quelques heures plus tard, dans la froideur d'une salle de visite du centre de détention, Michel retrouva sa mère. L'endroit, avec ses murs gris et son odeur de désinfectant, semblait conçu pour étouffer l'espoir, derrière une table métallique. Lisette apparaissait transformer. Ses yeux, d'ordinaire si vifs, étaient cernés de fatigue, et ses cheveux, toujours impeccablement coiffés, tombaient en mèches désordonnées. « Je n'ai rien fait. »« Michel, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme, « mais personne ne me croira face à monsieur Antoine Dubois. »
Il est riche, blanc, influent, moi. Je ne suis qu'une... Elle s'interrompit, incapable de finir. Michel, la gorge nouée, compléta dans un souffle. Tu es innocente, maman, et je le prouverai. Lisette secoua la tête, son regard d'implorant. Non, mon chéri, concentre-toi sur tes études. Reste avec Madame Leroux, notre voisine, jusqu'à ce que je trouve une solution. Promets-moi de ne pas t'impliquer. Mais Michel, en serrant sa main, à travers la barrière invisible qui les séparait, savait qu'il ne pourrait tenir cette promesse. Une rage brûlante l'envahissait, non seulement contre ceux qui avaient arraché sa mère, mais contre un système qui semblait conçu pour écraser les gens comme eux. Il ne pouvait accepter que l'injustice triomphe ainsi. Le lendemain, Michel apprit que l'affaire serait jugée par Monsieur Henri Beaumont, un magistrat craint dans tout Chicago pour ses verdicts impitoyables envers les minorités. Les murmures dans le quartier parlaient d'un homme surnommé le Marteau, dont les sentences semblaient toujours tomber plus lourdement sur ceux dont la peau était sombre. Cette nouvelle ne fit qu'attiser la détermination de Michel, dans le silence de sa chambre, entouré des débris laissés par la perquisition. Il fit un serment solennel, il sauverait sa mère. Coûte que coûte, peu importait son âge, peu importaient les obstacles, il affronterait ce juge, ce système, cette injustice qui osait briser sa famille. Ainsi commença une quête improbable, celle d'un enfant de 12 ans contre un colosse d'iniquité. Parviendrait-il à défier un monde qui le voyait comme insignifiant? La réponse, enfouie dans les jours à venir, promettait un combat dont les échos résonneraient bien au-delà des rues de Southside. Les jours qui suivirent, l'arrestation de Madame Lisette Carpentier transformèrent Michel Carpentier, un garçon de 12 ans, en un combattant silencieux dans les rues de Southside, Chicago, où le vent portait les murmures d'une injustice familière. Michel refusait de plier sous le poids et de la douleur. La colère qui bouillonnait en lui, née des insultes racistes des officiers et de l'image de sa mère menottée, devenait une flamme qui guidait ses pas. Il avait juré de la sauver, et ce serment, gravé dans son cœur, le mena vers un lieu inattendu, la bibliothèque publique de Chicago, un édifice majestueux dont les colonnes semblaient défier le temps, un refuge où le savoir promettait de devenir son arme. À l'intérieur, les salles au plafond ornées et les rangées infinies de livres offraient un contraste saisissant avec le chaos de son quartier. Michel, un carnet usé à la main, s'installa dans un coin discret de la section juridique. Au 3e étage, les volumes reliés de cuir, alignés comme des soldats, prêts à livrer bataille, contenaient des précédents judiciaires et des lois qu'il espérait maîtriser pour défendre Lisette. Ses journées devinrent un rituel, il arrivait à l'aube, lisait jusqu'à ce que ses yeux brûlent, et notait méticuleusement chaque détail pertinent. Son écriture, précise au-delà de son âge, trahissait une détermination farouche, mais ce sanctuaire n'était pas exempt de préjugés. Un gardien, un homme aux cheveux grisonnants, le suivait souvent, fouillant son sac à chaque entrée et sortie, comme si un enfant noir ne pouvait être là que pour causer des troubles. « Que fais-tu ici » Petit lança-t-il un jour, son ton chargé de méfiance. Michel, ravalant une rage qui menaçait de déborder, répondit calmement. « J'étudie, monsieur, j'ai le droit d'être ici. » Ces mots, prononcés avec une dignité contenue, n'effacèrent pas le regard suspicieux, mais renforcèrent sa résolution. Au bout de 3 jours, une femme remarqua l'enfant solitaire, Mademoiselle Clara Dubois, une bibliothécaire aux yeux bienveillants mais au tempérament direct, s'approcha de sa table encombrée de traités juridiques. « Tu es bien jeune pour ces ouvrages, » dit-elle, posant une bouteille d'eau près de lui. « Et tu devrais être à l'école à cette heure. » Michel tressaillit, craignant d'une réprimande. Mais Clara s'assit à ses côtés. « Je ne te dénoncerai pas, » ajouta-t-elle doucement. « Mais dis-moi, pourquoi un garçon de ton âge lit-il des lois aussi complexes ?» Hésitant, Michel lui confia l'histoire de sa mère,
les accusations injustes et son serment de la libérer. Le visage de Clara s'adoucit, marqué par une compréhension profonde. « Mon frère a été emprisonné à tort quand j'étais enfant, » murmura-t-elle. « Je sais ce que ce système peut faire à des familles comme la nôtre. » Dès cet instant, elle devint son guide, lui ouvrant l'accès à des bases de données réservées aux étudiants en droit et lui expliquant des concepts ardus avec patience. Mais tout n'était pas aussi bienveillant. Une autre bibliothécaire, une femme âgée aux lèvres pincées, marmonnait à son passage. Ces enfants n'ont rien à faire ici. Chaque remarque, chaque regard de travers ravivait la colère de Michel. Pourquoi devait-il prouver sa légitimité dans un lieu censé appartenir à tous? Pourquoi son désir de justice était-il vu comme une menace? Ses injustices, petites mais cinglantes, ne faisaient que renforcer sa détermination à sauver Lisette, à démontrer que ni son âge ni sa couleur de peau ne pouvaient en l'arrêter. Un soir, après des heures de lecture, Michel découvrit un fil conducteur dans les témoignages des collègues de sa mère. Monsieur Étienne Moreau, un employé de maintenance au cabinet d'avocats, avait été présent la nuit où les documents auraient disparu. Dans un rapport interne, il avait mentionné avoir vu monsieur Antoine Dubois, le supérieur de Lisette, manipuler des dossiers suspects dans la salle des archives. Michel, le cœur battant d'espoir, prit le métro jusqu'au gratte-ciel rutilant du centre-ville où se trouvait le cabinet. La réception, avec son marbre poli et ses vigiles impassibles, semblait infranchissable. Mais Étienne, un homme d'une cinquantaine d'années au visage marqué par le labeur, le repéra près de l'entrée de service. « Tu es le fils de Lisette, n'est-ce pas » demanda-t-il, sa voix basse mais chaleureuse. Michel acquiesça, et Étienne, après un regard prudent autour de lui, l'entraîna vers une porte discrète. « Suis-moi, pas de caméra ici. » Dans l'ascenseur de service. Étienne révéla ce qu'il savait. « J'ai vu Dubois avec ses dossiers. La veille du scandale, il les glissait dans son attaché-case, jetant des regards furtifs comme un voleur. Quand il m'a aperçu, il a blêmi, puis a prétendu travailler tard. » Ces mots allumèrent une lueur d'espoir dans le cœur de Michel, mais elle s'éteignit vite. Étienne baissa les yeux. « Je ne peux pas témoigner. Petit, j'ai un casier, datant d'il y a 30 ans, pour une faute que je n'ai pas commise. Si je parle, qui croira un homme comme moi face à un avocat comme Dubois ?» La peur dans sa voix, mêlée de résignation, frappa Michel comme un coup. Il insista, la colère montant. « Ma mère est innocente. Monsieur Moreau, vous êtes peut-être sa seule chance. » Mais Étienne secoua la tête, murmurant « Je suis désolé, j'ai une famille à protéger. » De retour dans sa chambre, entouré des murs silencieux de l'appartement de Madame Leroux, Michel sentit une vague de désespoir l'envahir. Pourtant, sa colère contre l'injustice, contre un système qui réduisait des hommes comme Étienne au silence, refusa de s'éteindre. Il serra son carnet, où chaque note était un pas vers la liberté de Lisette, et jura de continuer. Parviendrait-il à convaincre Étienne, à trouver les preuves qui feraient plier ce colosse d'iniquité? L'avenir, incertain, promettait des combats encore plus âpres. Le ciel de Chicago, ce matin-là, était d'un gris oppressant, comme si la ville entière conspirait pour étouffer l'espoir de Michel Carpentier. 2 semaines après l'arrestation de sa mère. Madame Lisette Carpentier, le garçon de 12 ans, se tenait devant le tribunal du comté de Cook, un bâtiment de pierre massive dont les colonnes semblaient érigées pour intimider les âmes ordinaires. Les recherches acharnées de Michel à la bibliothèque publique, guidée par mademoiselle Clara Dubois, et la rencontre furtive avec monsieur Étienne Moreau, qui refusait de témoigner, l'avait armé d'une détermination farouche, mais aussi d'une colère grandissante. Chaque injustice, chaque regard méprisant qu'il endurait, alimentait une rage qui brûlait comme un feu sous la cendre. Aujourd'hui, il allait confronter ce système qui osait condamner sa mère avant même de l'entendre. Avant d'entrer au tribunal, Michel tenta une dernière fois de rencontrer Madame Sophie Laurent, l'avocate commis d'office de Lisette.
Dans un couloir étroit du bureau d'aide juridique, il attendit 3 heures, son carnet serré contre lui comme un bouclier, quand Sophie apparut enfin, ses yeux rougis par la fatigue et un dossier débordant sous le bras. Elle le toisa à peine. « Je n'ai pas le temps. »« Petit, » lança-t-elle, son ton sec comme un coup de fouet. « Dis à ta mère d'accepter l'accord 3 ans au lieu de 7. C'est le mieux qu'elle obtiendra. » Michel, indigné, tenta de plaider « Madame, j'ai trouvé des irrégularités dans l'arrestation. Le mandat était… » Mais elle l'interrompit, déjà tournée vers un autre client. « Tout le monde dit être innocent. Laisse les adultes gérer ça. » Ces mots, empreints d'un dédain qui résonnait avec les préjugés qu'il connaissait trop bien, firent bouillir son sang. Pourquoi refusait-elle d'écouter? Pourquoi sa mère, une femme sans passé criminel, était-elle déjà jugée coupable, déterminée à ne pas abandonner? Michel se glissa dans le tribunal, évitant les regards scrutateurs des gardiens. La salle d'audience, avec son plafond vertigineux et ses boiseries sombres, semblait conçue pour écraser les accusés. Lisette, menée par un huissier, apparut dans une combinaison orange trop grande, ses traits creusés par l'épuisement. Leurs regards se croisèrent, et Michel y lut un mélange de fierté et d'angoisse. À la table de la défense, Sophie Laurent feuilletait son dossier sans conviction, ignorant Lisette, lorsque M. Henri Beaumont, le juge surnommé le Marteau, entra. Un silence glacial s'abattit. Cet homme, aux cheveux argentés et aux yeux froids comme l'acier, balaya la salle d'un regard qui semblait cataloguer chaque personne comme inférieure. « Commençons », ordonna-t-il, sa voix tranchante, pressée d'en finir. L'audience préliminaire se déroula à une vitesse alarmante. Le procureur, M. Luc Martin, exposa l'accusation avec une assurance rodée. « Votre honneur, l'accusé, en position de confiance, a volé des documents financiers sensibles, retrouvés dans son bureau. Nous avons des témoins confirmant son comportement suspect. » Sophie Laurent, sans objection, se contenta de murmurer « Votre honneur, ma cliente plaide non coupable et demande une caution raisonnable. » Étant mère célibataire sans antécédent, cette défense tiède, presque mécanique, fit jaillir une étincelle de révolte en Michel. Il griffonnait furieusement dans son carnet, notant chaque faille dans les allégations du procureur, incapable de se taire face à cette parodie de justice. Il se leva soudain, sa voix claire perçant le silence. « Votre honneur, il y a des violations graves dans cette affaire. Le mandat de perquisition n'a pas respecté les procédures exigées par la loi. » Un murmure parcourut la salle, et tous les regards se tournèrent vers cet enfant noir, frêle mais défiant, debout au fond. Le visage de Beaumont s'assombrit, ses lunettes glissant sur son nez. « Qui a laissé un gamin ici ?» tonna-t-il, sa colère à peine contenue. « Huissier, faites sortir cette perturbation. » Alors que l'huissier s'approchait, Michel, le cœur battant à tout rompre, éleva la voix. « Ma mère est innocente, et j'ai des preuves ignorées. La perquisition était illégale, et les documents ont été placés dans son bureau. » Beaumont éclata d'un rire méprisant, un son qui lacéra l'âme de Michel comme une lame. « Écoute, garçon, railla-t-il, ceci n'est pas un jeu d'enfant. Les gamins des quartiers comme toi n'ont pas leur place dans une cour de justice. Retourne à tes distractions et laisse les grandes personnes régler les vraies affaires. » Les rires complices d'une partie de l'audience, majoritairement blanche, résonnèrent comme une gifle. Chaque mot du juge, chargé de préjugés racistes, attisa la fureur de Michel. Pourquoi son savoir, sa voix, son existence même étaient-ils niés ainsi? Rassemblant tout ce qu'il avait appris, Michel répondit, sa voix tremblante mais ferme, selon la loi de l'État de l'Illinois. Section 402. Un mineur lié à l'accusé peut soulever des préoccupations procédurales si elles affectent la stabilité familiale. La précision de sa citation fit taire les rires. Beaumont, pris au dépourvu, plissa les yeux, son assurance vacillant un instant, mais sa colère reprit vite le dessus. « Tu as 30 secondes pour parler, » grogna-t-il. « Après quoi, tu seras expulsé. » Michel parla rapidement,
exposant les irrégularités du mandat et l'absence de preuves solides. Mais avant qu'il ne puisse finir, Beaumont abattit son marteau. Assez, ton temps est écoulé. En réalité, à peine 20 secondes, s'étaient écoulées. Une injustice de plus dans ce théâtre cruel. Le procureur, profitant de l'interruption, demanda une caution exorbitante. Sans hésiter, Beaumont annonça caution fixée à 500 000 $, en espèces uniquement. Cette somme, astronomique pour une infraction non violente, scellait le sort de Lisette, elle resterait en prison. Alors qu'on l'emmenait, elle lança un regard à Michel, un mélange de fierté pour son courage et de terreur pour les conséquences. Michel, figé, sentit une rage incandescente l'envahir. Ce juge, ce système, cette salle entière semblait conspirer pour écraser sa mère, pour le réduire au silence, mais il ne céderait pas. En quittant le tribunal, les épaules lourdes mais le cœur résolu, Michel savait que ce revers n'était que le début. Parviendrait-il à surmonter l'arrogance de Beaumont, à faire entendre la vérité dans un monde qui refusait de l'écouter? Les jours à venir promettaient un combat encore plus âpre, où chaque pas serait une lutte contre l'injustice. Le désespoir, comme une ombre froide, enveloppait Michel Carpentier après l'audience désastreuse au tribunal du comté de Cook. La voix moqueuse de M. Henri Beaumont, surnommé le marteau, résonnait encore dans ses oreilles. Chaque mot un coup porté à sa dignité, gamins des quartiers comme toi n'ont pas leur place ici. À 12 ans, Michel avait affronté un juge tout-puissant, mais son courage n'avait pas suffi. Sa mère, Madame Lisette Carpentier, restait emprisonnée, écrasée par une caution de 500 000 $, une somme aussi irréelle qu'une condamnation déguisée. La rage qui consumait Michel, nourrie par l'injustice raciale et l'indifférence d'une avocate. Madame Sophie Laurent menaçait de l'engloutir. Pourtant, au fond de son âme, une lueur refusait de s'éteindre, il sauverait Lisette, coûte que coûte. Dans les rues de Southside, Chicago, où les lampadaires vacillaient comme des espoirs fragiles, un événement inattendu changea la donne. L'intervention audacieuse de Michel au tribunal, relayée par une greffière émue à une amie journaliste, attira l'attention des médias. Une brève de 30 secondes, diffusée sur une chaîne locale, décrivit un enfant prodige défiant un juge pour sauver sa mère. Ce reportage, bien que modeste, agit comme une étincelle dans une nuit sans étoiles. Le lendemain, à la bibliothèque publique de Chicago, où Michel continuait ses recherches, une femme l'attendait à sa table habituelle. Madame Isabelle Roche, journaliste d'investigation, connue pour ses enquêtes implacables sur la corruption, lui tendit une carte de visite. « Tu as secoué une fourmilière. »« Jeune homme, dit-elle, ses yeux perçants scrutant Michel avec respect. « J'enquête sur Beaumont depuis des mois, mais personne n'ose parler. Tu as du courage, mais il te faudra plus d'épreuves, une stratégie, des alliés. » Ces mots, prononcés avec une conviction fébrile, ranimèrent tantôt l'espoir de Michel, tout en attisant sa colère contre un système qui protégeait et les puissants. Un autre allié émergea par un hasard providentiel, à la bibliothèque. Mademoiselle Clara Dubois, sa guide fidèle, lui présenta Monsieur Jacques Lefebvre, un professeur de droit noir à la retraite, dont les travaux sur les disparités raciales dans les sentences avaient jadis ébranlé les cercles juridiques. Jacques, malgré ses 70 ans et une santé fragile, possédait un esprit acéré et une foi indomptable en la justice. Dans son appartement modeste, tapissé de livres, il écouta Michel exposer le cas de Lisette, posant des questions incisives qui révélaient les failles de son approche. « Tu es remarquable pour ton âge, » dit-il, sa voix grave empreinte de chaleur, « mais tu combats un géant avec une main liée. »« Laisse-moi t'aider. » Jacques promit de contacter d'anciens collègues pour éclaircir les zones d'ombre, une lueur d'espoir dans les ténèbres. Une troisième voix se joignit à cette alliance improbable, lors d'une nouvelle visite au tribunal, où Michel
observait les audiences pour comprendre les tactiques de Beaumont. Monsieur Paul Simon, un ancien assistant du juge, l'aborda dans un couloir désert. « J'ai travaillé pour Beaumont pendant 5 ans, murmura-t-il, jetant des regards nerveux autour de lui. Je sais comment il manipule les affaires, comment il décide avant même d'entendre les preuves. Je peux t'aider à anticiper ses coups. » Paul, qui avait quitté son poste pour des raisons éthiques, offrait une perspective précieuse, mais sa peur d'être découvert trahissait la puissance de leurs adversaires. Ensemble, ce trio improbable, Isabelle, Jacques, Paul, forma une équipe déterminée à renverser l'injustice. Mais un nouveau coup frappa Michel, lors d'une visite à Lisette dans la prison. Il trouva sa mère plus affaiblie que jamais, les ombres sous ses yeux s'étaient creusées et une toux persistante secouait son corps, frêle. « Ils m'ont proposé un marché », confia-t-elle, sa voix à peine audible dans la salle de visite glaciale. « 3 ans si je plaide coupable. Sophie dit que c'est ma meilleure option. Tu serais presque adulte quand je sortirai. » Ces mots, empreintes d'une résignation qui brisa le cœur de Michel, ravivèrent en sa fureur. « Maman, ne cède pas, s'écria-t-il, les larmes aux yeux. Nous trouvons des preuves. Antoine Dubois t'a piégé, mais Lisette, épuisée par des semaines de cruauté subtile des gardiens, murmura « Je veux te protéger. Michel, si je perds, tu risques de finir en foyer. » Cette peur, celle de perdre son fils, était plus cruelle que les barreaux qui l'enfermaient. Le pire était à venir. Michel apprit que M. Étienne Morillo, l'employé de maintenance qui avait vu Antoine Dubois manipuler les dossiers suspects, avait disparu. Une nuit, son appartement dans un immeuble délabré de Southside fut saccagé. Ses affaires éparpillées comme les débris d'un rêve brisé. Michel, terrifié, sentit le poids d'un complot plus vaste, qui avait fait taire Étienne et Titus Dubois, Beaumont, ou un réseau plus puissant encore sa colère contre ces forces invisibles, qui, broyant les faibles sans scrupules, le consumaient. Pourtant, Isabelle, avec son réseau de contacts, localisa Étienne chez une cousine à Evanston, une banlieue éloignée, dans un dîner discret. Étienne, les mains tremblantes, expliqua « Ils savent où vit ma fille. Ils ont dit que des accidents arrivent aux enfants. Je ne peux pas risquer sa vie. » Sa peur, palpable, était un miroir de l'impuissance que Michel ressentait. Face à ce revers, Jacques proposa une stratégie audacieuse. « Nous devons convaincre Étienne que son témoignage peut changer les choses, » dit-il lors d'une réunion dans son appartement. « Mais il nous faut aussi des preuves concrètes contre Dubois. » Isabelle révéla alors une découverte troublante des relevés bancaires, montrant que Dubois, malgré son apparence prospère, était criblé de dettes, ses investissements ayant échoué. Ces documents volés n'étaient pas destinés à être vendus, expliqua-t-elle, étalant les preuves sur la table. Ils servaient à masquer ses détournements de fonds. Lisette était un bouc émissaire parfait. Cette révélation, confirmant les soupçons de Michel, attisa sa rage. Comment un homme pouvait-il détruire une vie innocente pour sauver sa peau? Paul, de son côté, partagea des informations cruciales sur Beaumont. Il protège Dubois parce qu'il partage des liens anciens. Confia-t-il, ils étaient dans la même confrérie à l'université. Et leurs familles fréquentent les mêmes cercles exclusifs. Ce réseau d'influence, tissé dans l'ombre, expliquait pourquoi un juge de la stature de Beaumont s'impliquait dans une affaire apparemment banale. Michel, comprenant l'ampleur du complot, sentit une colère incandescente l'envahir. Ce n'était pas seulement sa mère qu'il cherchait à détruire, mais tout un peuple réduit au silence par des privilèges intouchables. Alors que l'équipe s'organisait, le temps pressait, la prochaine audience approchait, et Lisette, sous pression, risquait de céder au marché. Parviendrait-il à rallier Étienne, à dévoiler la vérité avant qu'il ne soit trop tard dans cette nuit sans fin? Michel, armé de nouveaux alliés, mais hanté par la peur, se tenait au bord d'un abîme, le combat pour la justice, plus périlleux que jamais,
ne faisait que commencer. La salle d'audience du tribunal du comté de Cook, à Chicago, vibrait d'une tension palpable lorsque le procès de Madame Lisette Carpentier s'ouvrit, quelques semaines après l'audience préliminaire qui avait laissé Michel Carpentier au bord du désespoir. À 12 ans, le garçon avait vu sa mère écrasée par une caution exorbitante de 500 000 $, moquée par le redoutable juge Henri Beaumont et abandonnée par une avocate indifférente. Pourtant, l'appui de ses nouveaux alliés, Madame Isabelle Roche, Monsieur Jacques Lefebvre et Monsieur Paul Simon, avait ravivé une flamme d'espoir dans son cœur. Mais c'était sa rage, une colère incandescente face à l'injustice raciale qui broyait Lisette, qui le propulsait désormais. Ce jour-là, dans l'arène de la justice, Michel allait défier un système conçu pour le réduire au silence. Dès l'entrée de Beaumont, le marteau, l'atmosphère s'alourdit, ses robes noires semblaient frémir d'impatience, et son regard glacé balayait la salle comme pour imposer sa suprématie. Lisette, amaigrie, apparut menottée, son visage marqué par l'épuisement, mais illuminé d'un éclat de fierté en voyant Michel dans la galerie. À la table de la défense, Madame Sophie Laurent, l'avocate commis d'office, feuilletait son dossier avec une apathie qui hérissait Michel. Le procureur, Monsieur Luc Martin, ouvrit les débats avec assurance, peignant Lisette comme une voleuse calculatrice ayant trahi la confiance de son employeur. Chaque mot, chaque insinuation attisait la fureur de Michel, qui griffonnait des contre-arguments dans son carnet, déterminé à ne pas laisser ses mensonges prospérer. Mais Beaumont, fidèle à sa réputation, orchestra une parodie de justice. Il rejeta systématiquement les objections de Sophie, pourtant rares et timides, tout en validant chaque requête du procureur. Lorsque Sophie tenta de soulever une irrégularité dans la perquisition, Beaumont l'interrompit Madame Laurent, cessez de faire perdre son temps à la cour. Michel, dans la galerie, sentit son sang bouillir. Pourquoi ce juge, censé incarner l'équité, se faisait-il le complice d'une accusation fondée sur des préjugés? Pourquoi Lisette, une femme sans tache, était-elle jugée coupable avant même de parler? Le premier coup décisif survint lorsque Sophie, excédée par les murmures pestes de Michel à son oreille, se leva brusquement. « Votre honneur, je ne peux continuer à représenter ma cliente dans ces conditions, » déclara-t-elle. Évitant le regard de Lisette, ce garçon interfère constamment, sapant mon autorité. Sans attendre de réponse, elle quitta la salle, abandonnant Lisette à son sort. Un silence stupéfait y s'abattit. Michel, le cœur battant à toute rompre, sentit le poids d'un monde hostile s'écraser sur ses épaules. Lisette, seule à la table de la défense, lança un regard désespéré à son fils. Beaumont, un sourire narquois aux lèvres, saisit l'occasion Madame Carpentier, sans avocat. Vous avez deux choix: accepter l'accord de 3 ans proposé par l'État, ou vous défendre seul. Que décidez-vous? Avant que Lisette ne puisse répondre, Michel se leva, sa voix claire perçant le silence comme une lame. Votre honneur, je demande à représenter ma mère, conformément à la loi de l'Illinois, section 470-8, qui autorise des exceptions dans des circonstances extraordinaires impliquant des liens familiaux. La salle s'embrasa de murmures. Beaumont, pris au dépourvu, consulta son greffier, qui confirma l'existence de cette disposition rarement invoquée. Son expression passa de la surprise à un amusement cruel. « Tu veux jouer les avocates ?» gamin railla-t-il. « Très bien. Voyons combien de temps tu tiendras face à de vrais procureurs. » Les rires post-complices de l'audience, teintés de mépris, lacérèrent main Michel. Mais il refusa de plier. Il prit place aux côtés de Lisette, qui serra sa main sous la table. Un geste d'amour qui lui donna la force de continuer. Le procès reprit, et Michel, armé de son carnet et des leçons de Jacques, se lança dans la bataille. Lorsque Luc Martin appela Monsieur Antoine Dubois, le supérieur de Lisette accusé par Michel d'avoir orchestré le complot, le garçon se prépara à l'affrontement. Dubois, un homme à l'allure soignée, mais aux yeux fuyants, répéta son témoignage rodé
Il avait découvert les documents volés dans le bureau de Lisette, notant son comportement suspect des jours auparavant. Michel, lors de l'interrogatoire, frappa avec précision Monsieur Dubois. Vous affirmez avoir trouvé les documents un mardi matin à 9h15, mais les registres d'accès que j'ai obtenus montrent que vous n'êtes arrivé au cabinet qu'à 11h27 ce jour-là. Comment expliquez-vous cette incohérence Dubois? Déstabilisé. Bafouilla. J'ai dû me tromper sur l'heure, Michel pressa. Et votre affirmation que ma mère posait des questions sur ces dossiers. 3 collègues confirment qu'elle travaillait dans un autre département cette semaine-là. Sans accès à ces documents, la salle retint son souffle, et même Beaumont, irrité, ne put interrompre sans perdre la face. Le témoignage de M. Étienne Moreau, l'employé de maintenance, marqua un tournant, convoqué grâce aux efforts d'Isabelle. Étienne, malgré sa peur, monta à la barre. Sa voix tremblante mais ferme décrivit la scène qu'il avait vue. J'ai vu M. Dubois placer des documents dans le bureau de Madame Carpentier, après les heures de travail, portant des gants malgré la chaleur. Il regardait sans cesse autour de lui, comme s'il craignait d'être vu. Luc Martin tenta de discréditer Étienne, invoquant son casier judiciaire, vieux de 30 ans, votre sonneur. Ce témoin manque de crédibilité. Un homme de ménage sans formation ne peut identifier des documents juridiques. Michel contre-attaqua, citant un précédent selon l'affaire Maison contre l'État. Un témoin n'a pas besoin d'expertise pour rapporter une observation physique simple. Monsieur Moreau n'a pas besoin d'un diplôme pour reconnaître un homme cachant des preuves. Cette réplique, d'une précision juridique stupéfiante, força Beaumont à laisser le témoignage, bien que son visage trahît une fureur contenue. Mais le procureur riposta avec une arme inattendue, une série de courriels prétendument envoyés par Lisette, discutant de la vente des documents volés. Ces messages, jamais mentionnés auparavant, apparurent comme par magie. Michel, flairant la supercherie, objecta votre honneur. Ces courriels violant les règles de divulgation des preuves. Selon la décision Brady contre Maryland, leur apparition soudaine suggère une falsification, mais Beaumont, saisissant l'occasion de reprendre le contrôle, balaya l'objection. Ces documents sont pertinents, le jury doit les examiner. Continuez. Monsieur Martin. Michel, tremblant de rage, sentit l'injustice l'étouffer. Ces courriels, avec leurs horodatages incohérents, étaient une insulte à la vérité. Pourquoi ce système, censé protéger, fabriquait-il des mensonges pour condamner une innocente? Alors que le procès s'enlisait, Michel comprit que la bataille était loin d'être gagnée. Chaque objection qu'il soulevait était écrasée. Chaque vérité qu'il exposait était ignorée. Pourtant, sa colère, loin de l'affaiblir, aiguisait sa détermination, avec l'aide d'Isabelle et Jacques. Il préparait un coup décisif, un plan risqué qui pourrait tout changer. Parviendrait-il à briser les chaînes de ce complot, à faire plier un juge qui semblait intouchable dans cette arène où la justice était un mirage? Michel, tel un gladiateur solitaire, refusait de s'incliner. La chaleur étouffante de ce matin d'été à Chicago semblait presser le tribunal du comté de Cook comme une main invisible, amplifiant la tension qui saturait la salle d'audience. Michel Carpentier, un garçon de 12 ans, se tenait aux côtés de sa mère, Madame Lisette Carpentier, à la table de la défense, son carnet usé comme une arme face à un système implacable, après des semaines de lutte, soutenu par Madame Isabelle Roche, Monsieur Jacques Lefebvre et Monsieur Paul Simon. Michel avait démonté les mensonges de Monsieur Antoine Dubois et fait témoigner Monsieur Étienne Moreau, mais les courriels falsifiés, brandis par le procureur Monsieur Luc Martin, menaçaient de sceller le sort de Lisette. La rage de Michel, une colère incandescente contre l'injustice raciale qui broyait sa mère, atteignait son paroxysme ce jour-là, dans l'arène où la vérité semblait un mirage. Il allait jouer son ultime carte, un coup qui pouvait tout changer ou tout détruire. Monsieur Henri Beaumont, le marteau,
présidait avec une arrogance à peine voilée, ses yeux froids scrutant la salle comme un prédateur sûr de sa victoire. Il venait de rejeter l'objection de Michel contre les courriels, déclarant avec un sourire narquois « Ces preuves sont recevables. Le jury les examinera. Poursuivez. Monsieur Martin », chaque mot, chargé d'un mépris qui rappelait les insultes racistes subies par Michel, était une provocation. Le procureur, sentant l'avantage, s'apprêtait à présenter les courriels comme une condamnation irréfutable. Mais Michel, le cœur battant à tout rompre, se leva, sa voix claire perçant le silence comme une lame. « Votre honneur, si la Cour insiste pour accepter ces preuves douteuses, la défense souhaite présenter l'exhibit 4, un enregistrement audio obtenu hier soir, révélant une conspiration entre vous, Monsieur Martin et Monsieur Dubois pour falsifier des preuves et manipuler ce procès. » Un frisson glacial parcourut la salle, suivi d'un tumulte de murmures. Les jurés, jusque-là impassibles, échangèrent des regards incrédules, leurs visages trahissant une indignation naissante. Les spectateurs, parmi lesquels des avocats et des journalistes, se figèrent, captivés par cet enfant défiant un colosse. Lisette, à côté de Michel, serra sa main, ses yeux embués d'un mélange de peur et de fierté. Beaumont, le visage blêmissant, abattit son marteau avec fureur. « Cet enregistrement est irrecevable, huissier. Saisissez cet appareil immédiatement. » Mais Michel, préparé par les conseils de Paul, répondit avec une précision juridique implacable, selon la loi fédérale sur la conduite judiciaire. Un juge impliqué dans une inconduite ne peut supprimer des preuves de celle-ci. Tenter de le faire constitue une violation du titre 18, section 371, relative à l'obstruction de la justice. De plus, la loi de l'Illinois autorise les enregistrements avec le consentement d'une partie, ce qui est le cas ici. La salle s'embrasa, les spectateurs se penchant en avant, captivés par ce renversement spectaculaire. Michel, d'un geste délibéré, activa son téléphone, et la voix unmistakable de Beaumont résonna. Claire et venimeuse. Il faut quelque chose de convaincant pour écraser ce gamin. Assurez-vous que le jury ne croit pas ce concierge. Celle de Martin suivit, complotant avec Dubois pour fabriquer les courriels. Les jurés, bouche bée, fixaient de Beaumont, dont le masque d'autorité s'effritait sous le poids de sa propre trahison. Des exclamations étouffées jaillirent de suince de la galerie, certains spectateurs secouant la tête, indignés par cette corruption dévoilée. Michel, le regard brûlant de détermination, sentit une vague de colère l'envahir. Ces hommes, censés incarner la justice, avaient conspiré pour détruire sa mère, une femme noire sans défense, par pur mépris racial. Beaumont, rouge de colère, hurla silence. Cet enregistrement est une outrage, mais ses cris, loin d'intimider, exposaient sa panique. Ses mains tremblaient, ses lunettes glissaient sur son nez, et son visage, jadis impassible, était déformé par une peur viscérale. Michel, saisissant l'instant, éleva la voix. « Votre honneur, je dois vous informer que cette audience est retransmise en direct à plusieurs journalistes à l'extérieur, grâce à un dispositif préparé par Madame Roche. Vos paroles sont désormais publiques. » Il brandit son téléphone. Montrant une connexion active, la salle plongea dans le chaos, les reporters se ruant hors de la pièce pour diffuser la nouvelle, leurs stylos griffonnant frénétiquement. Isabelle, dans la galerie, esquissa un sourire discret. Son sacrifice, des nuits blanches à traquer la vérité. Enfin récompensé, Jacques, à ses côtés, posa une main sur son épaule, son regard exprimant une fierté muette pour cet enfant qui l'avait guidé. Beaumont, acculé, tenta une dernière manœuvre. Cette cour est suspendue. Tous en m'écartiez, immédiatement. Mais Michel, conseillé par Jacques, insista votre honneur. Toute discussion doit se tenir en audience publique, conformément à la loi de procédure pénale de l'Illinois. Section de 110-45, garantissant la présence de l'accusé à toutes les étapes cruciales.
Cette citation, d'une précision chirurgicale, cloua Beaumont, qui n'avait plus d'échappatoire. À contre-cœur, il accepta que M. Lefebvre accompagne Michel comme conseiller d'un mineur, une concession arrachée par la pression publique. Dans les quartiers du juge, loin des regards, Beaumont perdit toute façade de dignité. Petit insolent, rugit-il, frappant son bureau si fort qu'un livre de droit s'écrasa au sol. Sais-tu à qui tu t'attaques? J'ai régné sur cette cour pendant 20 ans. Mes relations te dépasseront toujours. Ces menaces, oscillant entre des allusions à un placement en foyer pour Michel et des avertissements à Jacques sur une possible radiation, trahissaient un homme aux abois. Michel, inébranlable, répondit calmement: vos menaces, monsieur Beaumont, sont diffusées en direct. Chaque mot aggrave vos violations éthiques. Le sang se retira du visage du juge, ses yeux écarquillés, réalisant qu'il était piégé par sa propre arrogance. Jacques, à côté, murmura à Michel. Tu l'as fait, mon garçon, tu l'as coincé. La porte s'ouvrit soudain, révélant 2 représentants sévères de la commission de conduite judiciaire de l'État, escortés par Paul Simon, qui avait alerté l'autorité. Monsieur Beaumont, déclara l'un d'eux, nous lançons une enquête immédiate pour inconduite judiciaire, falsification de preuves et abus d'autorité. Vous êtes suspendu de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. La salle, informée de l'intervention, explosa en exclamations. Michel, immobile, sentit une vague de soulagement mêlée de fureur, soulagement pour la vérité, enfin exposée, fureur pour les souffrances infligées à Lisette par ce système corrompu. L'après-midi même, par ordre judiciaire, le procès de Lisette fut suspendu, et une nouvelle juge fut assignée pour réexaminer les preuves. Contre toute attente, Lisette fut libérée sous sa propre reconnaissance, la caution jugée excessivement punitive, lorsque mère et fils s'enlacèrent devant le tribunal, entourés de supporters et de caméras. Lisette murmura à travers ses larmes: « Tu l'as fait, mon trésor, tu l'as vraiment fait. » Michel, épuisé mais porté par l'amour de sa mère, serra plus fort, ses larmes coulant librement. La foule, scandant des cris de justice, reflétait l'émotion brute qui les unissait. Lisette, frêle mais rayonnante, leva les yeux vers son fils, son regard disant ce que les mots ne pouvaient exprimer: une gratitude infinie, une fierté incommensurable. Mais même dans ce triomphe, la colère de Michel ne s'éteignait pas. Ce système, qui avait failli détruire sa famille, continuait d'opprimer d'autres innocents, les menaces de Beaumont, son mépris raciste, les courriels falsifiés. Tout cela incarnait une machine conçue pour protéger les puissants. Pourtant, cette victoire, arrachée par un enfant de Southside, prouvait que la vérité pouvait percer les ténèbres. Isabelle, Jacques et Paul, à leur côté, partageaient ce moment, leur sacrifice validé par ce renversement spectaculaire. Alors que le soleil déclinait sur Chicago, projetant des ombres longues sur les marches du tribunal, Michel savait que le combat n'était pas terminé. La nouvelle juge réexaminerait-elle l'affaire? Avec impartialité. La vérité suffirait-elle à libérer Lisette pour de bon, dans ce creuset de justice et d'iniquité? Michel, transformé par sa lutte, se tenait prêt pour l'acte final, où le destin de sa mère et l'espoir d'un système plus juste se joueraient. 6 semaines après le bouleversement spectaculaire au tribunal du comté de Cook, où Michel Carpentier, un garçon de 12 ans, avait fait s'effondrer l'arrogance de M. Henri Beaumont. Une audience plus discrète mais tout aussi cruciale se tenait dans les quartiers de Madame Éliane Dubois, une juge respectée pour son intégrité inflexible, à Chicago, où les Russes Wanted de Southside portaient encore les cicatrices d'une injustice systémique. Cette réunion, fermée au public pour protéger l'identité d'un mineur, marquait l'épilogue d'une lutte acharnée. Michel, soutenu par Madame Isabelle Roche, Monsieur Jacques Lefebvre et Monsieur Paul Simon, avait exposé un complot orchestré par Beaumont, le procureur Monsieur Luc Martin et Monsieur Antoine Dubois. Mais la colère de Michel,
une fureur née des préjugés raciaux qui avaient failli détruire Madame Lisette Carpentier. Sa mère continuait de brûler, attisée par la conscience que leur victoire ne réparerait pas toutes les blessures. Madame Eliane, assise derrière un bureau encombré de dossiers, s'exprima avec une gravité mesurée. Les preuves à se présenter sont accablantes. Madame Carpentier a été ciblée non pour des faits, mais parce qu'elle était une proie facile pour les crimes d'un autre, avec l'assentiment d'officiers de justice ayant trahi leur serment. Son enquête, minutieuse, avait révélé l'ampleur de la corruption. Antoine Dubois, sous pression financière, avait volé des documents pour masquer ses détournements, choisissant Lisette, une femme noire célibataire, comme bouc émissaire, certain que le système la condamnerait sans hésiter. Beaumont et Martin, liés à Dubois par des réseaux d'influence, avaient manipulé l'affaire, motivés par des préjugés raciaux et des intérêts personnels. Plus troublant encore, l'enquête découvrit que Beaumont avait des parts dans des prisons privées où des accusés, majoritairement noirs et latinos, étaient envoyés pour fournir une main-d'œuvre bon marché à des entreprises liées à sa famille. Ceci n'est pas une simple corruption, conclut Eliane, mais une exploitation systématique des disparités raciales pour un gain financier. Dans un moment chargé d'émotions, Antoine Dubois fut escorté dans la salle, menotté. Pour confesser ses actes dans le cadre d'un accord de plaidoyer, j'ai ciblé Madame Carpentier parce que je savais qu'on me croirait plutôt qu'une femme noire, admit-il, incapable de croiser le regard de Lisette. J'ai exploité le système à son détriment. Ces mots, un aveu de l'injustice raciale qui avait failli briser une famille, firent monter des larmes aux yeux de Lisette, mêlées de soulagement et de colère. Michel, à ses côtés, serra sa main, sa fureur intacte face à un homme qui, par égoïsme, avait tenté de voler leur avenir. L'exonération officielle de Lisette s'accompagna d'une indemnisation substantielle pour détention abusive et poursuite malveillante. Une somme qui offrait enfin à la famille une sécurité financière après des années de précarité. Aucune compensation ne peut effacer la liberté perdue, la réputation ternie, ni le traumatisme infligé, déclara Eliane, son regard empreint de compassion. Mais pour Lisette et Michel, cet argent était plus qu'une réparation, c'était une opportunité de reconstruire. Ils quittèrent donc leur appartement exigu de Southside pour une maison modeste dans un quartier plus sûr de Bronzeville, où Michel, pour la première fois, eut une chambre à lui, remplie des livres juridiques devenus sa passion. Lisette, transformée par son épreuve, fonda l'Institut Carpentier pour la justice, une organisation dédiée à aider les accusés à tort à naviguer dans un système qui les abandonnait trop souvent. Lors de son lancement, entourée de familles ayant souffert comme elle s'exprima avec une force nouvelle. Ce qui m'est arrivé arrive chaque jour à ceux qui n'ont pas un Michel pour se battre. Nous serons là pour eux, pour qu'ils ne soient pas seuls face à un système conçu pour les briser. Ces mots, vibrants de conviction, résonnèrent dans la foule, ravivant l'espoir que la justice pouvait être reconquise. Michel, malgré des offres de bourse dans des écoles privées prestigieuses, choisit de rester dans le système public. Étudiant le droit sous la tutelle de Jacques, le problème n'est pas que j'avais besoin d'une école spéciale, expliqua-t-il à Isabelle lors d'une rare interview. C'est que toutes les écoles devraient enseigner aux enfants leurs droits et le fonctionnement des systèmes qui régissent leur vie. Sa voix, empreinte d'une maturité forgée dans l'adversité, portait un message d'espoir et de changement. L'affaire devint un tournant pour les réformes judiciaires dans l'Illinois. Une commission indépendante, créée pour examiner les verdicts de juges aux sentences biaisées, exonéra 27 personnes injustement condamnées, dont la plupart étaient des personnes de couleur, victimes de Beaumont et d'autres magistrats similaires. Isabelle, dont les reportages sur l'affaire révélèrent en eux l'ampleur des abus, reçut un prix prestigieux pour son journalisme. Jacques fut invité à diriger une task force sur la supervision judiciaire, visant à prévenir de futures corruptions. Quant à Étienne Moreau,
dont le courage avait été crucial. Il trouva une nouvelle stabilité comme gestionnaire au siège de l'Institut Carpentier. Ses compétences enfin reconnues. Un matin ensoleillé, près d'un an après l'arrestation de Lisette. Michel s'assit à un bureau dans le modeste bureau de l'Institut, installé dans un local de Southside, financé par l'indemnisation et des subventions. Ce centre offrait une aide juridique gratuite aux résidents confrontés à des injustices, du logement à l'emploi, en passant par les affaires pénales. Alors qu'il étudiait des notes pour une audience de défense des locataires, la porte s'ouvrit, laissant entrer une jeune fille noire, âgée d'environ 10 ans, tenant un dossier trop grand pour ses petites mains. « Êtes-vous vraiment Michel Carpentier ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant espoir et scepticisme. Celui qui a vaincu ce méchant juge quand il était enfant, Michel sourit, reconnaissant en elle la même détermination qui l'avait poussé à agir. « Je suis Zoé Washington, » dit-elle, posant son dossier sur le bureau. « Mon père est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. J'ai rassemblé des preuves, mais personne ne me croit. » Elle ouvrit son dossier, révélant des coupures de presse, des documents judiciaires et des notes manuscrites d'une précision enfantine mais méticuleuse. Michel, saisi d'un sentiment de déjà-vu, revit son propre désespoir, ses propres débuts. « Tu crois que tu peux nous aider ?» demanda Zoé, ses yeux brillants d'un mélange de peur et d'espoir. « Ma mère dit que le système est trop fort. » Michel referma le dossier et la regarda droit dans les yeux. « Je te crois. Zoé, » dit-il simplement, « ensemble, nous ferons en sorte qu'ils écoutent. » Alors que le visage de Zoé s'illuminait, Michel comprit que son chemin avait bouclé la boucle. D'un enfant désespéré luttant seul pour sa mère, il était devenu un symbole d'espoir pour d'autres. Sa victoire n'était pas seulement d'avoir libéré Lisette ou d'avoir exposé Beaumont, mais d'avoir prouvé que la justice, bien que souvent refusée, n'était jamais impossible face à la connaissance, la détermination et le courage. Ce combat, forgé dans la colère contre l'injustice raciale, avait semé les graines d'un changement durable. Cette histoire bouleversante de Michel Carpentier nous enseigne une leçon universelle face à l'injustice. Le courage et la persévérance peuvent ébranler même les systèmes les plus oppressifs. Dans nos sociétés, où les préjugés raciaux et les inégalités persistent, l'exemple de Michel nous rappelle que chaque voix, aussi jeune ou marginalisée soit-elle, a le pouvoir de changer le cours des choses, en s'unissant. Comme Michel l'a fait avec ses alliés, nous pouvons transformer la colère en action, l'espoir en réalité, et bâtir un monde où la justice n'est pas un privilège, mais un droit pour tous. Cette histoire est une œuvre fictive, créée à des fins éducatives et de divertissement. Elle ne vise à critiquer ni à attaquer aucun individu, groupe ou organisation. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels est purement fortuite. Cette histoire vous a-t-elle touché ou inspiré? Laissez un commentaire, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne Histoire de justice sociale pour découvrir d'autres récits qui donnent voix à l'espoir et à la justice. Votre soutien fait résonner ces histoires plus loin.